Là, j'ai un duo politique cette semaine et je suis vraiment contente de les avoir avec moi. Donc, il est constitué de Christelle Marilène Papineau, qui est fondatrice de Rose sur Vert Communication. Bonjour, Christelle. Bonjour, chère Maude. Et de Dominique Vézina, qui est entrepreneur social et observateur politique. Bonjour, Maude. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Dominique. Donc, ensemble, on va discuter des plans des différents partis en vue des élections municipales du 2 novembre 2025. Donc, vous avez pu observer chacun de votre côté là, différents aspects qui vous ont interpellé ou qui vous ont, c'est ça, titillé, on peut le dire comme ça. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre chacun et chacune sur ce que vous avez à dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, comme toujours, sur la scène politique dans ces périodes-là. Donc, comment vous avez réussi à faire ressortir des points? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire ressortir de tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se passer? C'est dur de démêler à un moment donné, hein? Totalement. Puis c'est drôle, Dominique et moi, on parlait juste avant de rentrer en ondes, puis on a fait le même constat. Actuellement, on parle que c'est pour l'instant 57,8% des maires puis des conseillers du Québec dont le poste est comblé. Ça a été comblé par acclamation. En fait, il n'y avait pas d'opposition. Okay. Donc, on travaille vraiment pour l'autre pourcentage qui reste actuellement. Donc, vraiment, c'est intéressant de comprendre aussi que on est en campagne électorale, mais c'est pas toutes les municipalités du Québec qui actuellement cherchent leurs conseillers, vont élire leurs conseillers et leurs maires et mairesses pour dans le prochain mois, oui. Puis c'est quand même un gros pourcentage, je trouve. Oui! C'est plus de la moitié, là. Un très gros pourcentage, en effet. C'est toujours surprenant, mais ça se répète quand même à chacune des campagnes. Okay. Mais là, particulièrement, on sent en effet qu'il y a eu une envolée de l'acclamation. Bon, il faut faire attention. Même jusqu'au 3 octobre dernier, à Longueuil, la mairesse Fournier n'avait pas d'opposition à la mairie. Quand on parle d'une grosse oui, c'est Longueuil quand même. Comme celle-ci. Voilà. Fait que heureusement, l'opposition, pour moi, est saine, en fait. Ben oui, ça amène des débats d'idées. Oui. Et on a besoin de ça pour les citoyens et les citoyennes, quand même. Ben oui, effectivement. Et donc, pour toi, Christelle, ça a été quoi les premières choses à faire ressortir par rapport aux campagnes électorales? Ben moi, tu le sais, moi, je suis une communicatrice. Voilà. Donc, mon œil est toujours sur la communication de ces beaux et belles, élus et élus E. Donc, vraiment, à regarder, je me suis amusée. Bon, dans mes recherches, c'est très drôle, fait anecdotique de savoir. Saviez-vous que porter une cravate bleue, c'est le symbole de la confiance et de la stabilité pour un élu? Je trouve ça fascinant quand on regarde. T'as trouvé ça où? Ben, écoute, dans mes nombreuses recherches, dans l'image, comment l'image est importante, autant au niveau du contenu que du contenant, finalement. La cravate bleue. Incroyable. La cravate bleue et que le cheveu doit être bien placé, mais pas trop, hein, pour pas trop démontrer de rigidité. Donc, Dominique se décoiffe à ce moment. À l'instant, pas de cravate bleue ce matin. Non. Mais mettons que tu es une femme, là, puis qu'il faut que tu mettes une cravate bleue aussi. Et t'as les cheveux bien coiffés pour que tout aille bien. Et je voudrais juste souligner, c'est vraiment intéressant puisque, parlant de femmes, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, Maude. J'ai observé aussi le nombre de femmes candidates à cette élection municipale a légèrement augmenté. Donc, la ministre Guilbeault, d'ailleurs, a souligné ce fait. Nous ne sommes pas dans une parité, mais nous sommes quand même dans une augmentation. On est à 36,1% des candidatures comparativement à 35,5% en 2021. Donc, une légère augmentation à ce niveau-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Dominique? C'est une bonne nouvelle. En fait, là où je pense qu'il y a une disparité, c'est au niveau de la représentation des jeunes. On aura la chance d'en parler peut-être un peu plus tard, mais en effet, il y a moins de candidatures de jeunes qui se présentent à cette élection-ci. OK. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement. Totalement. Et puis, comme en bonne communicatrice, je me suis bien amusée, ou non, je sais pas, mais à regarder les pancartes électorales. Oui, c'est ça aussi. Mais moi, à chaque fois, je suis fascinée, puis j'ai le goût de les analyser, puis je les regarde, puis je regarde qu'est-ce qui me dérange ou qu'est-ce qui me parle dans tout ça. Oui, on aime ça, regarder ça. Chacune est arrivée avec leur couleur. Donc, certaines disent que le Parti Transition Montréal est orange parce que M. Craig-Sauvé était anciennement du NPD. Donc, on a toutes nos théories sur les couleurs et tout ça. Donc, à voir ce qui est vrai ou faux. Mais sinon, vous dire que l'affichage électoral, qu'on peut trouver que c'est quand même un peu, des fois, je dis c'est un peu de l'ancienne communication, années 80, sachant l'argent qui est déployé. Pour ça, on parle de 10 à 15 000 $ là, pour un maire ou une mairesse, juste en impression au niveau budgétaire. Donc, c'est pas rien. Et l'empreinte environnementale, ma foi, qui est... mais
en lisant mes recherches, les experts s'entendent pour dire c'est encore un outil essentiel qui date pas, on pourrait dire qu'il date pas d'hier, oui et non, de 1792 au Québec. Les pancartes électorales sont arrivées, donc dans le Bas-Canada qu'on appelait à l'instant. Et croyez-le ou non, Madame André Boucher, vous vous souvenez, la mairesse en 2005, mairesse de Québec, s'était fait élire sans pancarte électorale. Elle avait déjoué le système de la pancarte électorale, mais maintenant, c'est rendu un incontournable. Ben oui, c'est un incontournable. Voilà, disons. Denis Coderre avait fait la même chose d'ailleurs. Ah oui? C'est vrai, Oui, hein? il était super fier d'annoncer en effet qu'il faisait sa campagne, qu'il n'avait pas besoin en effet d'être visible. On le connaissait suffisamment. Et est-ce que M. Coderre était... C'est l'année qui a gagné. Ah, OK, oui, parfait. C'est pas l'année qui a perdu. Okay. C'est ça. OK, tu sais, comme d'un sens, on dirait que ça a l'air présomptueux de dire ça, mais OK. Ah, c'est un choix éditorial. C'est un choix éditorial. Et donc, je me suis un peu attardée au slogan. Je trouve ça toujours fascinant. Oui, et à quel point, en observant vraiment toutes les communications des différents partis, moi, j'ai vraiment regardé Montréal dans ce cas-ci, comment c'est vraiment la colonne vertébrale des communications des partis. Ça demeure, ça reste dans leur communication. On a un projet Montréal qui est arrivé avec un slogan, pas de slogan que de solutions. Donc, voilà. Un anti-slogan très pragmatique, audacieux, un peu froid, mais tu sais, on n'a plus le temps de niaiser. À Projet Montréal, on amène des solutions. C'est assez intéressant. Puis je trouve que M. Rabouin, dans sa campagne, a pas mal ça, ce pragmatisme-là. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais je trouve que ça l'a bien dressé la suite de la campagne électorale. C'était cohérent. Oui, tellement. Le non-slogan était cohérent. Tellement. Et on a un ensemble Montréal, écouter et agir. Donc, Madame... Martinez est partie vraiment de cette idée et le répète dans ses communications constamment que les citoyens et citoyennes n'ont pas assez été écoutés par Projet Montréal, un manque d'écoute, un manque de consultation, puis elle bâtit beaucoup sa campagne actuellement là-dessus, sur ce manque d'écoute-là, à voir qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour mieux écouter les citoyens et les citoyennes, mais dans sa campagne, c'est quelque chose de vraiment important. Et finalement, Transition Montréal, avec M. Sauvé, on dirait que lui, il n'y a rien à perdre, c'est beau à le voir aller quand même. Moi, j'aime beaucoup son style, disons-le, mais bon, donc il dit « Avec courage pour Montréal », c'est son slogan, qui s'adresse peut-être plus à des gens de gauche-gauche, si on peut dire, et surtout, des fois, on a envie d'être sécurisé dans le réconfort, hein, quand on veut élire quelqu'un à la tête d'une municipalité, demander du courage de nos électeurs, peut-être qu'on passe un petit peu à côté à ce niveau-là. Donc, c'est un peu Le courage politique ne parle pas à tout le monde. Voilà, surtout... Ça n'a pas la même définition non plus. Surtout dans ce contexte politique difficile, disons-le, donc environnementalement, socialement également. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, Dominique, toi, sur les différents slogans. J'avoue franchement qu'on en fait souvent grand bruit de parler en effet de est-ce que ça nous rejoint, c'est quoi la saveur un peu du mois quant au slogan, mais j'avoue que pour moi, ça ne me touche pas personnellement. Ça me fait faire un petit sourire en coin. Je trouve que quand même, c'est une approche marketing qui est quand même intéressante parce que tu as le choix de 2, 3, 4 mots pour marquer ta campagne. Donc, c'est quand même, je pense, évocateur. Puis, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de partager, Christelle. Je trouve que ce qu'on nous a proposé est assez évocateur, en fait, de leur campagne en général. On voit, par contre, que tu n'as pas parlé de Action Montréal et de Futur Montréal. Ont-ils des slogans? Tu vois, ils ne m'ont pas marqué parce que je ne pense pas les avoir vus. Non, moi non plus. C'est vrai, hein? Oui, j'ai même pas... Je suis allée, mais honnêtement, c'est avec vrai... les principaux, là, on a comme ces trois-là. Avec les principaux. C'est peut-être un enjeu aussi de cette action démocratique-là. Tu sais, souvent, on va s'attarder aux trois principaux. Médiatiquement, c'est eux qui ont l'attention médiatique. Même, il y a eu un débat important au Corim, ici, à Montréal. Monsieur Sauvé n'avait pas été élu parce qu'il n'y avait pas, je pense, c'était suffisamment de votes pour le moment. Bref, il ne répondait pas aux critères du Corim. Donc, on s'est vraiment concentré sur deux principaux partis. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la visibilité médiatique, lorsqu'on n'est pas dans les trois premiers, même je dirais dans les deux premiers, on a de la difficulté à ressortir ici à Montréal, là, définitivement. Là. À se faire une place. Puis, tu sais, si on regarde juste en termes de pancarte électorale, qu'est-ce qu'on voit? Exact. Bien, c'est les trois que tu viens de nommer, Christelle, puis dont on parle depuis le début du segment. Les autres, je les ai pas vus. Un peu sur les médias sociaux, mais c'est tout. Donc, c'est difficile d'avoir accès. Et effectivement, on va se dire, bon, ben d'abord,
vers qui je vais me tourner, un des 3 principaux, parce que je vais être sûr que mon parti gagne en fonction des valeurs que je vais mettre de l'avant. Je pense qu'il faut, en effet, on s'attend à ce que le citoyen aille chercher l'information, mais en effet, d'avoir un clin d'œil quand même sur un coin de rue ou un endroit passant, ça nous rappelle des fois, en tout cas pour les gens qui sont intéressés et interpellés par la chose politique, d'aller lire un peu plus, aller lire, parce qu'en effet, la pancarte ne suggère pas de plateforme politique. C'est ça. Le slogan ne fait pas la campagne non plus, là. Totalement. Et c'est pour ça qu'une campagne de ce type-là doit être constituée de plusieurs outils de communication. La pancarte est un élément parmi d'autres. Tu sais, on parle de la télé, on parle de la radio, des médias donc écrits, mais aussi des médias sociaux également qui prennent beaucoup de place dans cette campagne. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Même, on pourrait dire que là, on est un peu à l'apogée des médias sociaux. Tous les partis les utilisent bien, beaucoup. On a beaucoup d'authenticité sur les médias sociaux. Peut-être au niveau de M. Rabouin, qui garde quand même un ton peut-être un petit peu plus professionnel ou solennel, si on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Sinon, je trouve que Mme Martinez, M. Sauvé, il y a une certaine proximité dans leurs médias sociaux que je trouve quand même intéressant. Donc, à ce moment-là. Mais c'est sûr que les médias sociaux, il faut quand même se poser la question. On est souvent dans cette même bulle de gens convaincus. Dans une campagne électorale, on veut aller chercher davantage de gens non convaincus. C'est vraiment le problème des médias sociaux avec l'algorithme. Donc, on renforce les gens qui pensent déjà qu'est-ce qu'on veut leur communiquer. Donc, à un moment donné, on est vraiment dans une chambre d'écho. Puis, en plus que, tu sais, je lisais que certaines publications au niveau électoral, au niveau de la campagne fédérale, par exemple, des fois, on était à 40% des commentaires qui étaient écrits par des trolls. Donc, qui étaient vraiment des robots automatisés. Il y en a vraiment de plus en plus. Donc, c'est problématique parce que ça fait juste de la polarisation. Puis c'est ça l'objectif. Totalement. Fait que, bref, les médias sociaux, il va falloir à un moment donné se poser la question aussi, comment on les utilise. Je pense qu'on est un peu rendu là dans les campagnes, hein? Je suis tout à fait d'accord. En effet, là, on parle beaucoup de chambres d'écho. On pourra parler de chambres d'ego et peut-être de chambres de robots éventuellement, parce qu'en effet, c'est quand même, il faut faire le geste d'aller voir ce que les autres proposent. Et ça, j'ai l'impression, en tout cas, moi, pour en avoir parlé autour de moi, c'est pas quelque chose qui est naturel. Hein. En effet, on est confortabilisé dans des positions qu'on connaît déjà en amont. Donc, naturellement, on va lire ce qui nous intéresse. Mais là, dans le cadre notamment d'exercices qu'on fait aujourd'hui, mais en général, moi, je me fais quand même le devoir d'aller voir ce que l'ensemble des personnes proposent. Mais en effet, je ne pense pas que c'est un comportement qui est habituel. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, les médias sociaux nous gavent, je pense que c'est le bon mot, nous gavent d'informations et de désinformations. Je l'aborderai tantôt d'ailleurs dans ma chronique, mais comment s'y retrouver, ce qui est vrai, ce qui est faux. Vraiment, ça prendrait, comme on avait eu à l'époque, là, un petit guide d'autodéfense intellectuelle pour les lecteurs avertis. Je pense qu'on aurait besoin de ça éventuellement. Il va falloir revenir à ça. Et on n'aura pas le choix. Définitivement. Donc, voici des petits points qui ont quand même sur lesquels j'ai regardé plus attentivement. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence dans cette campagne électorale montréalaise le fait de M. J. Hasson. Donc, le candidat, je sais que Maud t'a réagi à ça sur les réseaux sociaux. Elle se pince les lèvres. Donc, M. J. Hasson, qui a été le fameux candidat d'Ensemble Montréal, qui a été expulsé du parti. Ça l'a pris du temps. On n'a pas pris le leadership dont on avait besoin là-dessus. Ça l'a traîné. Les médias s'en sont mêlés. C'est même devenu, à mon sens, un cirque médiatique avec M. J. Hasson qui a eu des propos racistes, misogynes sur les réseaux sociaux. Finalement, qui s'est vu donc montrer la porte. Mais sinon, pour moi, à un moment donné, j'étais, OK, est-ce qu'on peut parler des vraies affaires? Quand c'est rendu le débat là, à TVA qu'on commente M. J. Hasson, pour moi, à un moment donné, on était vraiment dans de l'attention, de sur-attention dont on avait qu'est-ce qu'on vraiment regarde besoin. pas pendant ce temps-là? Oui, c'est ça. Donc, on a eu qu'est-ce qui est arrivé à Montréal à ce niveau-là, qui a pris beaucoup d'espace médiatique. Puis aussi, bien, en fait, il faut le nommer, là, M. Rabouin avait perdu aussi ses deux piliers de communication. Déjà, en commençant sa campagne, on parlait de climat toxique aussi. Ça l'a été beaucoup dans les médias. Je l'ai entendu à Radio-Canada s'exprimer là-dessus. Tout de suite, le lien était brisé pour M. Rabouin au niveau de son équipe. Donc, ça aussi, ça l'a fait couler beaucoup d'encre, ces deux nouvelles-là, jusqu'à présent, en tout cas, dans la campagne à Montréal. Oui, c'est comme des petites jambettes, en fait, de parcours. Mais en effet...
Je pense qu'on est intéressé à, au-delà des idées et des projets qui nous sont proposés par les partis, on est intéressé à le format et comment ça se mène une campagne, comment ça se... c'est quoi les qualités d'un bon leader et comment on gère sa campagne. Ouais. Donc, quand on entend ces situations-là, nécessairement, ça peut venir créer une petite faille, briser ou élever, en fait, ouvrir un doute. Et malheureusement, ça peut faire mal, je pense, plus qu'on le pense. Bon, on a rapidement passé sur ces choses-là. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu passer souvent. Il y a eu un moment, en effet, où c'est très, très important. On en parlait, on en surparlait. Oui. Il y avait toutes sortes de propos autour de ça qui étaient parfois même... questionnant. Oui. Je pense qu'il va falloir élever éventuellement, je vais en parler tantôt, mais élever un peu le débat parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est... les pâquerettes. Oui, sans plaît, ça. Est-ce qu'on peut élever le débat un petit peu, parler des enjeux qui nous... Tu sais, on veut parler d'itinérance, logement abordable, on en parle déjà, mais il y a tellement d'enjeux importants dont il faut parler dans les médias, l'environnement aussi qui prend une place trop restreinte pour moi, pour le moment en tout cas. Et donc, avant de laisser la parole à mon cher Dominique ici à ma droite, je vous dirais que de façon générale, je trouve que cette campagne montréalaise manque d'inspiration, manque de rêve, manque... Tu sais, la fameuse espoir, faisons-nous rêver un Montréal. C'est pas parce que c'est du municipal là, que ça vaut pas la peine. Non, on est beaucoup dans une campagne très pragmatique, vrai, les faits, les solutions. Moi, je manque d'inspiration comme citoyenne. Ça manque de feu. Et je sais pas si on se le permet moins à cause du contexte actuel. On en parlait, Dominique et moi, avant de rentrer en ondes. C'est un contexte particulier avec les élections américaines, entre autres, le contexte climatique, social et tout ça. Donc, on reste dans une campagne très sécure. Donc, on est beaucoup là-dedans. En danger non plus, je trouve, au niveau des propositions. Non, là. À part M. Sauvé, je trouve, par exemple, il a sorti un plan famille, mais en même temps, lui, peut-être qu'il a moins à perdre, justement. Il peut se permettre d'aller vers le collectif, nous faire rêver et tout ça. Donc, pour ça, je trouve que c'est vraiment un point fort chez lui dans sa campagne. Mais pour ce qui est d'Ensemble Montréal, les projets Montréal, pour le moment, tu sais, je manque d'inspiration, je manque de vraiment de vouloir rêver avec eux, donc avoir la suite de la campagne. L'effet wow qu'on espère tous avoir. Mais en même temps, reste que je me suis posé la question dans les dernières années, en effet, est-ce que j'ai eu cet effet wow-là souvent? Je pense que je l'ai eu quand même, je vais me commettre là. Je l'ai eu quand Valérie est arrivée. Je pense que la vision qui était portée par Projet Montréal au départ a eu cet effet-là. En tout cas, je pense chez des gens qui cherchaient en effet un petit projet de société pour notre ville. J'ai ressenti cet effet-là. Il y a plein de mesures qui sont proposées de part et d'autre qui sont super intéressantes, mais c'est comme si dans le flot de tout ce qui nous est donné, on ne ressent plus en fait cet effet boire-là. Ça devient de l'information parmi d'autres informations et je ne sais pas c'est quoi la solution pour ça, mais en effet, il manque ce battement qui ferait vibrer la campagne. Oui, définitivement. On a besoin d'être inspiré au-delà de l'information parce que oui, c'est sûr qu'il y a l'inspiration qui peut être de la poudre aux yeux également, mais je pense qu'une belle combinaison des deux, ça ferait pas défaut. Puis l'espoir qui est une superbe émotion pour engager aussi le monde, là, tu sais, même si des études le disent, on a besoin d'espoir, en fait, pour s'engager politiquement, assurément. Donc, Dominique, as-tu un peu d'espoir pour nous? Là, j'ai d'espoir, mais en fait, ce matin, moi, comme c'est ma première chronique, d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité. Habituellement, je peux commenter plein de choses, mais là, j'ai essayé de faire un exercice quand même un peu plus pédagogique. Peut-être parce que j'ai travaillé pendant 15 ans dans le monde de l'éducation, mais donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur 4 aspects de la campagne, moi, qui m'ont interpellé plus particulièrement. Puis, je vais débuter en bon étudiant par quelques statistiques, question de mettre la table, puis se rappeler aussi les résultats de la dernière campagne. Par la suite, en fait, je vais vous parler de ces fameux champs de compétences municipales. Hein? C'est quoi le terrain de jeu qui occupe la campagne actuellement? Puis c'est quoi les véritables pouvoirs de nos villes? Ça m'apparaît quelque chose d'important à se rappeler. Puis je vais juxtaposer à ça les priorités municipales qui ont été évoquées par les citoyens dans le cadre d'une enquête de Léger. Par la suite, je vais vous parler de quelque chose qui m'apparaît très important qu'on vienne d'effleurer dans ton propos, Christelle, c'est les enjeux de vitalité démocratique. Hein? Comment rendre vivante la démocratie alors qu'on la voit
malmenée depuis plusieurs années, élection après élection, et la dernière en était un très bon exemple. J'espère qu'on ne va pas reproduire le même modèle, malgré que j'ai quelques craintes en vue de la prochaine. Et je vais terminer avec l'angle environnemental, mais plutôt que de vous dire, voici les belles promesses de tout le monde, je vais plutôt vous parler d'une approche qui a été faite par Vivre en Ville pour plutôt inspirer les plateformes électorales qui nous donneraient un peu les assises d'une bonne plateforme électorale pour pouvoir contrer les effets des changements climatiques. Donc, si on revient donc sur les statistiques de la précédente élection, ce qu'il faut se rappeler, c'est que essentiellement dans les campagnes municipales, on est essentiellement toujours sous la barre des 50%, et depuis 2005, on se situe entre 44 et 47%. Oui. Aux élections municipales de 2021, par contre, on a atteint le chiffre inquiétant et préoccupant de 38,3% pour l'ensemble du Québec, ce qui était une diminution de 6% là, sur les élections de 2017. Évidemment, on cherche l'information. Quelles sont les causes de ce phénomène-là? Certains ont évoqué la pandémie, qui était quand même encore en cours, mais il semblerait que ce serait quand même faible. On nous parle plutôt d'une désaffection des citoyens pour la chose publique municipale. Et le DGEQ a plutôt amené d'autres propositions, en fait, d'autres pistes de réflexion sur notamment le manque de confiance envers nos élus et la désinformation. Donc, toutes sortes d'informations qui nous permettent de commenter, mais je pense que ce serait intéressant d'aller un peu plus loin parce qu'il y a quand même une pente ascendante depuis plusieurs années et essayer de la contrer et trouver des moyens, en effet, pour changer la trajectoire, ça m'apparaîtrait super important. Je vais ajouter une affaire, Dominique. Actuellement, au niveau des sondages à Montréal, les derniers sondages LG disent que 42% des Montréalais et Montréalaises sont indécis sur leur vote. 48, en fait. 48. Comparativement, en 2021, on était à 9% à ce même moment-ci de l'année. Donc, c'est quand même inquiétant. Tout va se jouer le 2 novembre et tout dépendamment si on ira voter ou pas. Je vais vous parler tantôt de la grève à Post Canada qui amène aussi ses défis. Donc, je termine avec quelques statistiques, encore une fois, pour les 5 plus grandes villes du Québec, toujours en 2021. Donc, le plus faible taux de participation était attribué à la ville de Laval avec 28,8%. Ce n'est pas beaucoup. Québec a obtenu 45% et Montréal, comme on le disait tout à l'heure, donc 38,7% d'électeurs. C'est seulement 4 citoyens sur 10. Wow. Donc, 4 électeurs sur 10 qui s'est manifesté lors de l'élection. C'est quand même assez préoccupant. Pour expliquer les résultats, Élections Québec a mandaté BIP Recherche pour comprendre les motifs d'abstention. Donc, pourquoi les gens ne se sont pas rendus aux urnes. Et les chiffres sont quand même intéressants, mais en même temps préoccupants. 52% disent que c'est le manque d'informations sur les enjeux et les candidats. 50% indiquent ne pas avoir l'impression que leur vote va changer quoi que ce soit. 44% nous disent manquer d'intérêt envers la politique municipale particulièrement. 42% nous disent manquer de temps. Donc, c'est vrai qu'on manque de temps, mais bon, je pense qu'il faut mettre ça dans notre agenda quand même. 41% ont indiqué une perte de confiance envers les élus et la politique. Donc, toutes sortes de constats et de préoccupations qui devraient, selon moi, nous amener à forcer un exercice collectif de réflexion sur comment remettre les rails vers une certaine vitalité démocratique. Parce qu'actuellement, ce qu'on constate, en effet, c'est que le manque d'information ou la mécompréhension des enjeux, jumelé à un sentiment de non-confiance envers nos élus et la politique, fait en sorte qu'on se place dans une posture, je trouve, de dérive démocratique. Le manque d'information ou surinformation aussi. Oui, un peu des deux. Un peu des deux, Sans vouloir maintenant faire la portion, peut-être que ça fait longtemps que vous avez suivi votre cours de politique 101, peut-être la même chose pour les auditeurs et les auditrices. Donc, je vais nous rappeler quelques éléments, mais avant de nous rappeler les fameux champs de compétences, donc le terrain de jeu de la ville, je vais vous donner quelques éléments d'information suivant l'indicateur municipal 2025 réalisé par Léger, qui nous donnait un peu, en fait, les préoccupations vues par les citoyens, donc les Québécois et les Québécoises, et on ne sera pas surpris d'entendre ces chiffres-là parce que ça traduit très bien ce qu'on entend dans la sphère publique. 52% nous parlent d'abordabilité des logements. C'est catastrophique. On le sait tous, on l'a vu. L'explosion des coûts de loyer. Les infrastructures, donc les routes, les trottoirs, les pistes cyclables à 39%. La pression financière qui devient de plus en plus importante avec l'inflation, donc les taxes, les impôts fonciers à 37%. 27% nous ont parlé de la crise de l'itinérance. On n'est pas surpris. En tout cas, ici, dans les grandes villes telles que Montréal et Québec, on en parle de plus en plus. C'est vraiment un enjeu très préoccupant. Et 25% la gestion du développement résidentiel et commercial, qui m'apparaît aussi un enjeu fort important de vitalisation des quartiers.
Donc, nécessairement, ce que j'ai envie de vous dire avec ça, c'est que à partir de ces priorités citoyennes qui ont été évoquées par les indicateurs municipaux, j'ai fait une juxtaposition avec les champs de compétences. Là. Je vais y aller de certains des plus importants. Donc, on parlait tantôt d'accès au logement abordable, donc qui réfère aux champs de compétences de l'habitation, donc le logement social, la salubrité, les règlements, donc qui est une responsabilité de la ville, la mobilité durable et les transports, donc qui réfère aux transports collectifs, les transports actifs et les fameuses voies cyclables, la sécurité dans les quartiers, donc qui réfère aux champs de compétences de la sécurité publique, la prévention des incendies, la sécurité civile, la protection de l'environnement qui est aussi une compétence municipale, donc la gestion des déchets, les eaux, la lutte au changement climatique et pour en nommer une dernière, peut-être l'accès aux loisirs et à la culture, donc évidemment un champ de compétences municipal, donc nos bibliothèques, nos parcs et les installations sportives en général. Donc, il y a beaucoup d'aspects là, sur lesquels le municipal a un pouvoir. Au quotidien, en effet, on s'en rend pas compte au jour le jour, mais on est affecté ou en tout cas, on est intimement lié à ce gouvernement de proximité, puis il faut lui redonner ses lettres de noblesse et donc nécessairement s'intéresser à la chose publique. Mais en contrepartie, il faut s'assurer que nos élus et les partis en place nous donnent aussi une capacité d'expression au-delà du moment de l'élection. Ouais. Et je vais y arriver justement par l'aspect de la vitalité démocratique. Grosso modo, quand on parle de vitalité démocratique, on parle évidemment d'une espèce d'état de santé, un bilan de santé de la démocratie. Puis, je pense que si on se questionnait ici autour de la table, mais plus largement, on serait tous d'accord pour dire que ça va nous prendre une bonne boîte de pansements parce qu'il y a quelques bobos et dans certains cas, peut-être qu'il faudra même aller jusqu'à l'opération. Pas d'amputation quand même. On l'espère pas. Mais peut-être des fois le respirateur artificiel dans certains cas. En tout cas, je me commettrai pas jusqu'à ce point aujourd'hui, mais j'ai des petits exemples. Oui, il y a du travail à faire. Selon Élections Québec et d'autres organisations, la vitalité démocratique repose sur plusieurs composantes. Je vais vous en nommer certaines d'entre elles qui sont un peu des indicateurs. Donc, la participation électorale en tant que telle, bien entendu. L'engagement citoyen, donc la participation aux consultations publiques, les conseils de quartier, etc. La confiance envers les institutions. L'éducation à la démocratie, donc l'accès à l'information et ses campagnes pour promouvoir justement l'exercice démocratique. Le pluralisme et les contre-pouvoirs, évidemment super important, donc l'existence de médias libres, etc. L'inclusion et la représentativité, donc s'assurer d'une participation des femmes, des jeunes, des minorités visibles et des personnes marginalisées. Et le dernier, la délibération publique, donc la qualité des débats, la diversité des opinions et le respect des désaccords. Là-dessus, encore une fois, on en aurait pas mal à dire. Effectivement. Pour raviver ou renforcer cette vitalité démocratique, évidemment, il y a plusieurs leviers qui nous sont proposés par plusieurs groupes, l'UMQ, Élections Québec, Vivre en ville, l'INM, etc. Et je vous en cite quelques-uns. Donc, renforcer la participation hors des urnes, ça m'apparaît un aspect central et super important pour faire vivre la démocratie. C'est pas seulement une fois aux 4 ans qu'on doit s'intéresser à la chose, c'est tout le temps. Et donc, il y a plusieurs moyens comme créer des espaces de dialogue, d'échange avec les élus, mais aussi participer, notamment le fameux budget participatif, donc amener sa réflexion sur où est-ce qu'on devrait mettre les deniers publics. On a évidemment modernisé l'expérience électorale. Ça m'apparaît quelque chose de vraiment important. Je pense qu'il y a un grand chantier de rénovation au Québec qui doit s'imposer, pas seulement sur nos routes, mais aussi dans l'espace démocratique. Donc, c'est un aspect important. La diversification des candidatures a un impact aussi réel sur la vitalité, donc s'assurer d'une représentativité de nos citoyens et nos citoyennes. Communiquer autrement. On parlait des pancartes électorales tantôt. Oui. Je ne sais pas tout le temps c'est quoi les moyens, mais je pense qu'il faut en fait, il faut adapter notre langage à différents publics cibles pour être certain de rejoindre l'ensemble de ces publics cibles-là. On le dit depuis longtemps, les jeunes ne suivent plus les médias officiels. Ben, les jeunes ne doivent pas aller lire les plateformes électorales non plus. Je m'en doute très bien. Je vais donc avancer un petit peu plus vite. Je vais vous donner une donnée qui m'a quand même beaucoup challengé. Toujours selon l'indicateur municipal 2025, l'appréciation globale de la qualité des services offerts par les municipalités est en baisse. On nous dit que la note serait de 6,3 sur 10 pour les municipalités au Québec, l'ensemble des municipalités. Mais pour les villes de plus de 250 000 habitants, on parle de 5,8. Pour avoir travaillé en éducation, ça n'a pas la note de passage. Non, donc, on va devoir se questionner sur comment rendre, en effet,
peut-être plus imputable, l'imputabilité de nos élus, de nos administrations locales. Donc ça m'apparaît quelque chose d'important. Évidemment, le temps file à grande vitesse comme à chaque fois. Je vais donc aborder rapidement l'angle environnemental, mais je n'avais pas envie de jouer le jeu de nos partis politiques en vous disant, ben voici ce qu'ils promettent. Donc, je vais plutôt me référer à un exercice que je trouve fort intéressant que Vivre en Ville a proposé au mois de mai dernier. Donc, 12 engagements structurants proposés par Vivre en Ville pour intégrer dans les plateformes électorales des partis ou les candidats indépendants. On nous parle ici de sobriété territoriale, donc comment optimiser le terrain et utiliser son plein potentiel. On nous parle de la revitalisation des centres, donc comment renforcer les centres-villes, les noyaux villageois. Comment accélérer la construction de logements en favorisant le logement à but lucratif, ce que s'efforce de faire notamment Achat, une très belle organisation. Stopper l'étalement urbain, protéger les milieux naturels et agricoles, le verdissement, bien entendu, les corridors écologiques, la décarbonation des bâtiments, la mobilité active, la résilience climatique et aussi renforcer la démocratie locale par la participation citoyenne. Ça m'apparaît toutes sortes de points qui peuvent en tout cas inspirer nos élus ou les candidats qui souhaitent prendre les rênes de nos municipalités au Québec. Définitivement. Et on dirait, je peux juste ajouter aussi que pour continuer en environnement, ce soir à la Maison du développement durable, il y a un débat en environnement. 17h30. Donc, oui, c'est ça. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Je pense qu'on y sera tous. On y sera tous. Oui, voilà. Assurément. Toutes et tous. Oui, voilà. Merci de cet ajout, Christelle. Effectivement, comme tu le disais, Christian, le temps file vite. On est déjà à la fin de cette émission, mais avec Christelle, à tout le moins, on t'invitera aussi, Christian, si tu es disponible le 28 octobre. On va se retrouver à nouveau, Christelle, pour parler politique. Dominique acceptera l'invitation. Oh, yes! Oui. Donc, on pourra poursuivre et peut-être aborder les dernières questions qu'on n'aura pas eu le temps de voir aujourd'hui, mais déjà, vous avez quand même exploré beaucoup d'avenues, de réflexions super pertinentes à avoir et surtout, tu sais, d'inviter les gens à s'informer, ne serait-ce que de lire un petit peu sur ce qui se passe, se sentir le moindrement engagé parce que c'est quand même de leur communauté dont on parle, de l'avenir de nos communautés. Et moi, je dis toujours à mes enfants, tu peux pas chialer si t'as pas voté. Voilà. Exactement. Il faut voter, c'est pour vouloir chialer après. Et c'est aussi notre portefeuille. Donc, nécessairement, comment on va utiliser cet argent-là pour revitaliser et développer nos communautés. Totalement. Donc, on se reparle le 28 octobre prochain pour terminer cette conversation.